Nous étions quelques-uns. Nous sommes quelques-uns à avoir cru, et quelques-uns à croire encore. Car en vérité, dans un apocalypse universel qui déroule son cours de flamme et de destruction morale, c'était une affaire de foi. Dans un apocalypse, c'est toujours une affaire de foi. Nous sommes quelques-uns à avoir fait une guerre absolue, puisque c'était une guerre de la foi. Nous nous souvenons bien fidèlement, la nuit sévère et ancestrale, extraordinairement fermée. La nuit s'était établie après une journée anxieuse, toujours tourmentée, suspendue à des séries de batailles dont l'étendue échappait à notre imagination, à des catastrophes brusques, où des nations entières plongeaient et disparaissaient. La nuit était là, la nuit réelle, une nuit d'encre, en été, au printemps, en hiver, la même nuit d'encre sur l'Europe. Généralement, avant même de le savoir, on avait soupçonné le son dans l'espace sensible, qui est une part de notre âme. Le meuglement chromatique des sirènes n'avait rien à nous apprendre. On écoutait déjà l'arrivée du monstre vague et aérien, des escadres de bombardement. Et c'était un étrange et inhumain sentiment de plaisir, pour toute âme demeurée libre, quand tout, dans l'entourage de la terre, respirait la servitude. C'était un sentiment de force, c'était un sentiment de vérité, c'était un étrange plaisir qui pouvait s'accompagner de mort, et non seulement d'espoir, mais de certitude immédiate. Les voilà. En quelques secondes, le ciel était rempli par eux. Une sorte de pédale d'orgue, immense, signifiait légion. Comme la servitude était légion, la délivrance serait légion. Comme le fourmillement de l'occupant était légion, la machine aérienne était légion. Une sorte d'orgue qui signifiait force brisante, une note qui était donc liberté au sens immédiat, parce que liberté devait désormais se produire par destruction et vengeance. Cette note épousait toute la courbure du ciel. Il passait, nous laissait écraser de petitesse pendant 1 heure ou plus longtemps encore, le cœur battant dans l'ombre et l'âme pleine de vœux. Leur sillage, enfin recouvert par la nuit, la stupide sirène hésitait un bon moment à proclamer la fin du danger. Et voilà qu'il revenait, plus sombre semblait-il, parcourant encore une fois l'étendue du monde, ennemi, après avoir accompli leur tâche terrible dans un endroit insoupçonné. La Royal Air Force nocturne avait une signification sublime et simple. Je ne craindrais pas d'écrire que sa puissance était une puissance idéale de vérité. La vérité devait donc pour nous passer par ces machines. Les hommes de ces machines devaient l'incarner. Depuis, le monde a souffert de telles obscurités que cette simple force de victoire ne lui est plus perceptible, comme elle échappait, sans doute, à ces hommes chargés de la conduire. Eh bien, voilà un des hommes de cette machinerie que j'entendais passer en dévorant le ciel immense, un des hommes qui
portait, sans bien le savoir, l'espérance de la terre noire. Et voilà l'escadre grondante que rien ne pouvait plus arrêter, haletante mais ferme, comme une vengeance implacable qui s'enfonçait vers l'est. Ces récits nous prennent et ne nous laissent plus respirer en dehors de leur fatale réalité. La difficile réalité, tout à fait inhumaine, la difficile vertu, l'atrocité présente, tout se creuse, s'enroule et se reprend. Un jour, le capitaine Chevrier enferme la chose en une image. Cette idée de la mort prochaine pourrissait tout. De ces hommes enfermés dans une action meurtrière par le temps, les forces mécaniques, les éléments et le hasard, Chevrier est celui qui souffre le plus, parce qu'il pense, et parce que sa pensée, son angoisse et sa dialectique doivent de toute nécessité s'insérer dans le jeu exact d'une machine. Or, cette destruction punitive, ayant le caractère d'apocalypse, était un apocalypse de la machine de l'avion, la machine de l'escadre, la machine de la RAF, tout entière, la machinerie du raid, la machine de la défense ennemie, ces énormes engrenages tournent sans que la vie humaine soit pour ainsi dire en question. Mais il n'est pas de condition où la vie humaine soit plus férocement surprise, et où la promesse de la mort, dans des conditions affreuses, soit plus voisine, la nature du danger couru, de la mort par le feu, la perversité de la chance, le pourcentage qui règle tout, l'incertitude du sort. Si l'on tombe en vie, sans aucun secours spirituel adéquat, tout cela explique le sentiment de peur calculé à un beaucoup plus haut degré que dans toute forme antérieure de la guerre. Hilary, l'un des héros de la bataille de Londres, remarquait que lorsque la pensée était rassurée, il sentait son inconscient en danger, que lorsqu'il avait une idée consciente et pessimiste, son inconscient était en paix et allait le sauver. Pour Chevrier et ses Français, pris dans le mécanisme encore plus organisé du bomber-commande, il y a au terme de l'angoisse la colère et presque l'indiscipline, jusqu'à ce que se produise la soumission de grand style, celle de servitude et grandeur militaire. Ces récits rendent manifeste une vérité assez étrange, que les hommes tout embarqués dans la force idéale dont j'ai parlé étaient les derniers à pouvoir la mesurer. Le côté aveugle de leur action surprend même un esprit accoutumé, à savoir que dans une guerre de totale désagrégation, ce n'était pas aux acteurs qu'il appartenait de voir une horrible guerre, de dégager toute sa profondeur de catastrophe, toute sa valeur de justice. L'équipage du bombardier Halifax B ne voit presque rien. Chevrier, seul, remue, avec les sautes d'un phare à éclipse, des pensées tourbillonnantes, mène une lutte constante contre lui-même, fait s'affronter sa lâcheté et son courage, et appelle à son aide la signification théorique de la guerre. Ce débat perpétuellement brisé par l'exigence immédiate de la machine, voilà la matière de la beauté du livre, beauté de nuit noire, de fusées éclairantes à 10 000 pieds, d'étoiles monstrueuses et de brasiers. Des hommes tels que Chevrier, couverts de toute la gloire du combat, ne pouvaient plus occuper par leur esprit de façon constante
la cause de justice de cette guerre, qu'ils avaient pourtant rallié volontairement et à travers l'exil, car ils tombaient sous la machine de la guerre et c'est là la vraie douleur du livre. Il allait être placé sur l'enclume et frappé, et il ignorait le son qu'il allait rendre. Au reste, c'est tout le drame de l'esprit et de la catastrophe. L'esprit, un esprit droit et éprouvé comme celui de Chevrier, est contre la catastrophe. Mais si elle est là, et voulue, et projetée par l'inconscient du monde, puisque la justice et la vérité y sont engagées, et l'amour sous la forme de patrie, dans la destruction complète et par jugement de Dieu, alors il faut accepter de soutenir la guerre dans la catastrophe. C'est dire qu'un homme civilisé fait aujourd'hui la guerre en la détestant. Tout le monde ne peut pas être allemand. N'est-ce pas là la raison dernière du malaise harassant que les hommes de la RAF éprouvent sous leur machine? Car les batailles d'Estoc et de Taille, ou la boucherie de Verdun, étaient-elles moins sanglantes? L'idée sacrée qui perce le mieux la nébuleuse de l'angoisse, c'est celle de la France. Toute la sensibilité de Chevrier est pénétrée par la honte, la douleur, l'espoir de relèvement qui s'attache désormais à la patrie. Bien que soldat de métier, Chevrier est un volontaire de cette guerre, un volontaire pour son terrible ouvrage, un volontaire dans la RAF, un volontaire du terrible ouvrage accompagné d'exil. Chevrier appartient à la France combattante contre la trahison de la France. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Chevrier avait souffert d'en être réduit à manger, à boire et à dormir quand sa patrie agonisait. Le pain s'arrêtait dans sa gorge. Chevrier ne regrettait pas de venir attaquer son pays. Il rejoignait enfin les hommes dont on lui avait parlé, qui minaient les ponts, incendiaient les wagons d'essence et imprimaient des journaux clandestins. Il les rejoignait en leur apportant un message. La soif qui avait desséché ses lèvres et son cœur, son dégoût chronique des choses de l'exil, ses furieuses impatiences et ses humiliations à mendier des armes qui n'existaient pas à côté du combat de ces hommes, elles ne comptaient pas là ou n'avaient de prix que les larmes et le sang. Sa mort, même s'il l'avait cueillie dans une grenade noire, eût été facile en comparaison de la mort de ces hommes. Or, en ce combat contre la tyrannie, il était agréé. Il avait reçu la grâce de fournir à son tour la preuve des larmes et du sang. Mais aussi les hommes qui ont lutté pour la patrie de l'extérieur et ont pu maintenir son idée intacte et préserver de la terreur et la souillure, ces hommes ont à parler quand presque tout le bénéfice de l'héroïsme est capté par les trafiquants et les monstres politiques. Ces hommes ont à parler pour que la terrible déconvenue de la France après sa suggestion, la terrible division où la France se détruit, une fois de plus, cette affaire de vie ou de mort, comme le dit son plus grand libérateur, arrive à une guérison dans la reconnaissance nationale. Ces hommes qui ont lutté
ont encore apporté témoignage pour rappeler au monde ce que la France a été dans toutes ses parties et lutter encore et toujours contre une force démoniaque qui n'a pas fini de réduire le monde. 18 juin 1946. Pierre-Jean Jouve. En avant-propos de La Vallée heureuse par Jules Roy.